C'est une personne qui me touche au plus profond de mon cœur. Je l'ai rencontré il y a quelques mois. C'était au mois de juillet dernier. Et si vous voulez, il y a eu un lien qui s'est connecté tout de suite. C'est mon binôme d'amour. Et en 6 ou 7 mois, il faut compter depuis juillet, il est passé d'un gars qui avait un projet à un putain de leader et de lion en puissance. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à mon Jason d'amour. Sans les mains. Hop. Sans les mains, elle est trop fort. Allez, Jason! Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Toi, faire une conférence? Non. Non, j'y crois pas. Toi qui n'arrivais pas à aligner 3 mois en cours, mais alors les oraux, n'en parlons pas. Non, franchement, cette fois, t'as vu trop grand. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Coach conférencier, non mais... Qu'est-ce que tu vas leur dire à ces gens? Oui, bonjour, alors Jason Gerber, je suis coach conférencier et je vais vous dire comment il faut bien vivre. Non, 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 ça marche pas, c'est pas crédible. Bon, bah, maintenant que t'es sur scène... Bonjour. Ça va, vous m'entendez bien? Mais qu'est-ce que tu fais? Quelque chose, ils attendent. Non, ça va, on l'a entendu là. Bon, bah, maintenant que t'es sur scène... Déjà qu'elle me saoule, là... Ah, encore. Ah, cette voix intérieure, c'est incroyable. Donc, vous l'avez entendu, cette fameuse voix intérieure. Vous la connaissez, celle-là? Celle qui vous dit que tout va mal, celle qui vous dit que vous ne serez pas capable de monter sur scène, de faire un gâteau au chocolat ou de prendre le train seul, je sais pas. Moi, cette voix, je l'appelle la petite pupute, affectueusement. Hein. C'est ma petite voix intérieure. Des fois, elle me fait chier comme ça. Elle est gentille, mais des fois, elle me freine. Et j'aimerais vous parler de cette voix intérieure aujourd'hui. J'aimerais vous parler de votre état d'esprit, de vos croyances limitantes, de ce qui vous limite, de ce qui vous empêche d'avancer. Et j'ai appelé la conférence, donc tout est une question de choix, croyez-moi, parce que vous allez me croire à la fin. Je vais vous convaincre, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que tout est fait, toute votre vie, toute votre réalité est créée par vos croyances. Parce que vous croyez. Et vos croyances sont créées par vos expériences, votre vécu, votre éducation et tout ce que vous avez vécu dans votre vie. En fait, selon moi, et même selon les neurosciences, il n'y a pas de réalité objective. Tout est une question de point de vue, tout est une question de subjectivité. Donc c'est lié à vous-même. Et vous êtes, pour la plupart des entrepreneurs, vous voulez bâtir un nouveau monde, vous voulez bâtir des choses, créer des projets, faire avancer les choses. Mais vous n'y arriverez pas sans un bon état d'esprit, sans un mindset, une configuration mentale qui vous emmène là où vous voulez aller. Vous avez beau avoir les meilleures compétences, être le meilleur dans votre domaine, si vous ne savez pas utiliser votre machine intérieure, votre cerveau, votre mode de pensée, vous n'y arriverez pas. Et je vais partager avec vous modestement quelques outils que moi-même j'utilise par mon expérience, parce que j'ai vécu. Et voilà, on va avancer comme ça ensemble. Et j'ai soif, c'est incroyable. Ça dessèche de parler devant vous, je sais pas si... Ça va mieux. Ok. Et pour amorcer... Vous m'entendez toujours bien? Je sais pas si le micro fonctionne. Il fonctionne le micro? Vous m'entendez bien? Ok, super. Alors, pour vous expliquer un peu ma démarche que je vais vous transmettre aujourd'hui, je vais prendre la métaphore du champ et de l'agriculteur. Vous savez, la personne qui plante ses graines, qui fait son potager, qui fait pousser son jardin. Et on va décliner ça en 5 étapes très simples. La première, c'est faire un état des lieux. Savoir où vous mettez les pieds, d'où vous partez en fait. L'agriculteur, il doit savoir quel est son terrain en fait, quel est son point de départ. Et votre point de départ, les amis, à vous, ce sont vos croyances à partir d'aujourd'hui que vous avez créées. Et dans les croyances que vous avez créées, tout au long de votre vie, il y en a des positives et surtout des négatives qui ont plus de poids que les positives. Alors les croyances positives sur la vie, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la vie est belle, les gens sont généreux. Ça peut être les femmes conduisent mieux que les hommes. Ça c'est une croyance par exemple. Après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est une croyance. Et à côté de ça, il y a des croyances négatives et bloquantes. Par exemple, je
je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez compétent, je n'ai pas les bons diplômes. Et en fait, comme Erwan le disait, il parlait de ça, il parlait des excuses que vous inventez pour vous bloquer tout seul. Parce que le principal obstacle à votre vie, à votre épanouissement, c'est vous-même. C'est les obstacles que vous mettez sur votre route. Ce ne sont pas les événements, mais c'est ce que vous en faites qui crée votre vie. Les problèmes, les solutions, etc. Donc première étape, si vous prenez quelques secondes juste pour écrire une ou deux croyances positives que vous avez sur la vie, pour faire un petit peu le bilan rapidement. Voilà, prenez juste quelques secondes, spontanément ce qui vous vient. Une de vos croyances les plus ancrées, que vous mettez à la conscience maintenant. Ok, je vois que ça note, c'est bien. Et s'il y a rien qui vient, c'est pas grave, refaites-le, reposez-vous la question, mais commencez déjà à faire une première mise à jour, une première constatation de tout ça. Ok, on va avancer. Du coup, il y a aussi les croyances limitantes. Donc écrivez-en de la même façon, une ou deux, que vous pensez en fait, qui vous empêchent selon vous d'accomplir ce que vous voulez dans votre vie, votre business ou votre vie. Il reste un peu de temps encore. Ok, tout le monde a quelque chose, une ou deux informations? Ouais. Ok. Et à partir de là, je vous invite à prendre une décision par rapport surtout à vos croyances limitantes que vous avez écrites, que vous avez mis en conscience. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez la garder? Est-ce que vous voulez la renforcer? Est-ce que vous pensez qu'elle vous aide à avancer ou au contraire, est-ce qu'elle vous empêche d'avancer aujourd'hui? C'est la question que je vous pose, que je vous invite à vous poser et à décider est-ce que je la garde ou est-ce que je la dégage? Et si vous voulez la dégager, faites-le, prenez une décision, faites-le maintenant. Décidez, j'en veux plus, je la dégage. D'ailleurs, vous avez travaillé ça avec Erwan encore tout à l'heure, sur sa fameuse croyance. Donc c'est ça en fait, la première étape c'est quand vous arrachez les mauvaises herbes en fait. Vous voyez le terrain, vous dites, ok ça c'est bien, je garde, c'est fertile, ça pousse. Et de l'autre côté, il y a toute la merde, justement qui détruit votre terrain, en fait votre état d'esprit. Donc virez-moi les mauvaises herbes si vous voulez vraiment avancer, c'est la seule solution. Parce que comme je vous dis, vous aurez beau être la meilleure personne au monde, la plus compétente, vous n'arriverez à rien si vous n'avez pas le bon terreau en fait. Là où ça pousse vraiment, vous avez toutes les chances d'avancer. Donc faites-le vraiment, c'est hyper important, c'est la première étape à franchir. Okay. La deuxième étape, quand vous avez commencé à faire, on va dire, le tri de tout ça, les premières estimations, eh ben, il faut décider ce que vous voulez y mettre, en fait. Ce que vous voulez faire pousser. Et la deuxième question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, on en a parlé encore. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre but, votre vision? Qu'est-ce que vous voulez? Non pas par rapport à la société, non pas par rapport à ce qu'on vous demande ou par rapport à votre éducation, mais par rapport à vous-même et seulement vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue il y a 12 ans maintenant, j'avais 12 ou 13 ans. Et à l'époque, je me faisais opérer des deux jambes. En fait, j'avais les deux jambes dans le plâtre, donc du bout des pieds jusque là, au niveau du bassin. Avec les deux jambes écartées, j'étais couché pendant 2 mois. Donc je mangeais, je dormais et je faisais caca dans la même position. Donc voilà, imaginez un peu le tableau, c'était vraiment des vacances à l'époque. Et en fait, je me souviens, j'ai un souvenir qui me revient, j'étais sur un chariot plat, c'est un chariot, en fait une planche, avec des roues, des grosses roues comme ici en fait, et j'avançais sur le ventre, couché comme ça. Et je me souviens, j'arrive à l'époque, j'étais en internat, c'était un centre de rééducation près de chez moi, près de Nancy, dans le nord-est. Et j'arrive dans le long couloir du collège à l'époque, et je vois des personnes handicapées, donc moi j'avais pas l'habitude d'aller dans ce genre de centre en fait.
Et j'en vois plein dans le couloir qui se baladent, qui font leur vie. Et là, je me pose une question, je me dis, mais comme la voix tout à l'heure m'a dit, qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là? Et là, je me victimisais. Je me disais, pourquoi moi? Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi je dois subir tout ça à mon âge? C'est pas juste, c'est injuste. En fait, je me posais les mauvaises questions, justement. Les mauvaises questions. En fait, je ne savais pas ce que je voulais de ma vie, je ne savais pas qu'est-ce que je foutais là, en fait. Mauvaise question, mauvaise réponse. Mon cerveau, il me donnait toutes les réponses à mes questions. Pourquoi est-ce que je suis une merde? Ben, il me donnait toutes les réponses. Donc, il faut se poser les bonnes questions en premier. C'est comme une recherche Google, vous voyez? Vous tapez la recherche et il vous donne tous les résultats. Les millions de résultats. Selon vos mots-clés, selon ce que vous y mettez. Et votre esprit va faire le focus, comme Erwan l'a dit tout à l'heure, sur ce que vous voulez autant que sur ce que vous ne voulez pas. Donc déjà, il faut savoir ce que vous voulez, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, il faut mettre tous les outils à votre disposition pour atteindre cette affirmation, pour la rendre réelle et concrète. Et la première chose à faire, c'est de se poser les bonnes questions, en fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Comment je dois faire pour y arriver? De qui je dois m'inspirer? Quelle est la prochaine étape à franchir pour avancer, en réalité? Et moi, j'utilise un outil très puissant, vous connaissez peut-être, la force des affirmations. Qui fait des affirmations ici? Levez la main. Ouais, il y a du monde quand même, vous connaissez. Ok, je suis en terrain conquis, c'est parfait. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers ou qui n'ont pas l'habitude de le faire, même si vous connaissez, je vous conseille de le faire. Moi, je le fais tous les matins. Alors, je me lève le matin, je vais à la salle de bain, la tête dans le guidon, souvent, je suis comme tout le monde. Et je me le dis tous les jours, des affirmations positives. La première que je dis, c'est « je t'aime ». Je me regarde en miroir, je me souris. Toujours, je me dis bonjour, la politesse. Et je dis « je t'aime ». Et je me le répète. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'une de mes croyances limitantes les plus fortes, c'est que je dois être aimé de tout le monde. Peut-être que ça vous parle à certaines personnes. Vous voulez l'amour de tout le monde. Tout le monde doit aimer. Ah, aime-moi, regarde-moi. Bah, moi, j'ai ce truc ancré. Mais je l'ai mis à la conscience. Du coup, je vais à l'envers, en fait. Ce que je veux, c'est avoir de l'amour en abondance. Du coup, je m'en donne. Parce qu'on est notre première source, en réalité. D'amour, de réussite et tout ce que vous voulez. Donc, je me dis « je t'aime ». Et je me dis d'autres affirmations qui m'aident à avancer. Par exemple, très très modeste celle-là, je suis le meilleur coach conférencier au monde. Et je vous le dis, je suis le meilleur coach conférencier au monde. C'est clair. Merci. Merci. Merci, mais je le sais déjà, donc je parle bien. Vous voyez le truc? C'est ça en fait, se nourrir soi. C'est que vous vous donnez assez de ce que vous voulez pour ne plus avoir besoin des autres pour l'avoir, ou pour le savoir, ou pour l'intégrer. C'est ça en fait. C'est pas de la prétention, parce que la prétention, je rabaisse personne. Personne ne rabaisse personne en disant qu'on s'aime, qu'on est le meilleur. Et ça aide l'esprit à faire le focus sur ce qu'il veut. Parce qu'en fait, le cerveau, il va exécuter vos ordres. J'ai dit, hein, c'est un moteur de recherche. Vous tapez la recherche, il vous donne la réponse. Donc plus vous allez ancrer ça en vous, plus vous allez l'affirmer, l'appuyer et le renforcer, et plus il va y croire. Et au début, ça peut être difficile. Il peut dire, mais quelle connerie, justement, quelle connerie je me raconte, c'est n'importe quoi. Mais continuez, continuez, continuez. Et il va se calmer, il va vous écouter. Il va se mettre à votre niveau. Et toutes les informations que vous allez chercher dans votre environnement, vous filtrez par rapport à ce que vous voulez, en fait. C'est comme ça qu'il fonctionne, il va filtrer toutes les infos, il va dire, ok, si je suis, par exemple, charismatique et que je gagne beaucoup d'argent, il va trouver tous les moyens pour avoir de l'argent, pour être cohérent avec cette vision-là. Donc, deuxième étape, quand vous commencez à planter, quand vous commencez à planter, à arroser vos plantes, à arroser votre champ. Donc, affirmez les choses que vous voulez et une vision la plus claire possible, comme avec Erwan, une vision de ce que vous voulez vraiment et posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Ah, décidément que c'est chaud. Donc, une fois que vous avez les premiers éléments, les premières plantations, les premières graines, les premiers légumes, peu importe, ce que vous devez faire, comme l'agriculteur, c'est protéger votre champ et votre environnement. Alors, comment faire pour protéger son environnement? Pour moi, il y a deux éléments principaux. Il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est le bruit, on va dire tout ce qu'il y a autour de vous. Principalement les médias, radio, télé, journal, presse, et la publicité. Alors les médias, moi, je m'en suis coupé il y a des années. La télé, pour moi, ça n'existe plus.
C'est-à-dire qu'en fait, je pense... Qui a encore la télé ici, d'ailleurs? Ça m'intéresse. Ah, mais pas si nombreux, quand même. Ah, ouais. Il y a quand même il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, les médias, comme beaucoup le savent, ils sont pas là pour vous apporter des bonnes choses et du bonheur, mais plus pour vous vendre quelque chose. Et pour vendre, il faut, comme vous le savez sûrement, il faut de l'attention, du temps de cerveau disponible, comme on appelle ça. Et pour ça, il faut vous faire peur. Il faut que l'émotion soit forte et négative, parce qu'on va faire le focus sur ce qui ne va pas. Comme l'instinct de survie est toujours réglé de manière plus forte et plus... comment dire? C'est plus facile de retenir le négatif. Du coup, on va vous nourrir de ça, de drame, de terrorisme, d'économie qui s'effondre, ok? Plus vous allez vous méfier, être à l'affût de toutes les informations qui peuvent vous apporter de la mauvaise information. La mauvaise herbe, en fait, elle savoir pousser par-dessus la bonne. Et vous allez croire, toujours les croyances, hein, c'est la base, vous allez croire que le monde va mal. Vous allez croire que tout est fini, qu'il n'y a pas d'espoir. Vous allez croire à ce qu'on vous dit, vous allez vous nourrir, ça va vous influencer. Alors essayez de vous couper de cette merde, excusez-moi, moi il n'y a que le mot là qui me vient quand je vois ce genre de programme, ce genre quand on bourrine, on insiste là-dessus, je trouve que c'est pas très, très bon pour la santé mentale. Et la publicité, alors ça, j'ai un rapport particulier, parce que moi ça me fait toujours marrer, surtout les panneaux publicitaires, soit les vêtements, les consommations, les parfums, les voitures. Pour moi, voilà comment je traduis la pub. Regarde comment ta vie c'est de la merde. Regarde comment avec notre produit tout irait mieux. Alors on vous met toute la belle vie, la voiture c'est toujours qu'on voit l'homme au volant de sa voiture, il est libre, il est heureux, il est libre, il est viril, enfin toutes les émotions qui peuvent vous faire acheter une voiture, vous fait acheter une émotion, hein, pas un produit. C'est ce que l'émotion que ça vous rapporte, qu'on vous vend en fait. Et d'ailleurs, il y a toujours un truc qui moi m'interpelle, c'est les publicités pour les parfums pour hommes. Je sais pas si vous voyez les panneaux sur les abribus, il y a toujours une femme et un homme ensemble, donc souvent c'est le beau brun ténébreux à la Johnny Depp, hein, pour le petit, avec la brune ou la blonde sulfureuse à côté. Et en fait, ils vous regardent vous. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. Ils vous regardent vous pour dire, tiens, pourquoi tu ne viendrais pas nous rejoindre? Pourquoi tu... Je sais pas s'il va un plan à 3 ou quoi, je sais pas ce qu'il va. Mais il y a quelque chose. Il y a un truc qui se passe, c'est pour dire, voilà ce que tu manques, achète le parfum et tu auras la femme en fait. C'est un peu l'idée, en tout cas chez les hommes. Je sais pas si je me trompe là-dessus, mais en tout cas c'est mon interprétation. Et ça m'a toujours mis mal à l'aise. Du coup je zappe, en fait je prends et hop, j'enlève. Je zappe. Donc essayez vraiment de mettre des bonnes choses dans votre tête, de vous nourrir de choses qui vous font avancer, positives, ou qui vous montrent, qui vous inspirent que vous pouvez le faire. Comme moi j'essaie de le faire avec vous maintenant, c'est ce que je fais. Quand je monte sur scène comme ça, c'est pour moi, parce que c'est un kiff déjà, putain de kiff. Mais c'est aussi pour vous dire, voilà, on peut le faire. On peut le faire, on peut avoir des choses à dire et le dire devant des gens comme vous, des entrepreneurs qui ont envie de se bouger. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc j'essaie à mon niveau d'inspirer. Et moi, ça m'inspire en retour, etc. Donc ça fait un cercle vertueux. Et le deuxième élément dans l'environnement, c'est les autres, c'est les relations. Ça, il faut vraiment faire attention. Parce qu'on s'influence tous mutuellement, en bon comme en moins bon. Et le pire, c'est que c'est insidieux, c'est inconscient. Je sais plus, je crois on le dit, alors je n'ai pas la source, mais qu'on est le somme des 5 personnes qu'on connaît le mieux, c'est ça? Merci, c'est ça. Exactement ça. Et voilà, donc triez, faites un tri dans vos relations. Je dis pas de couper tout le monde, que si une personne vous critique, il faut la zapper, il faut l'oublier. Non. Mais de trier. De dire, est-ce que ce qu'elle me dit, c'est une critique constructive, c'est quelque chose qui m'apporte de la valeur pour moi, pour ce que j'ai à faire, à apporter? Ou alors est-ce que c'est seulement quelqu'un qui a besoin de déverser, on va dire, son seau de caca sur ma pelouse, sur le champ? Ouais, je parle beaucoup de caca, il y a un problème, quoi. Je me rends compte, c'est dangereux. Ça va vraiment pas. Donc, protégez votre environnement. Si quelqu'un vous dit, il faut vous faire des critiques constructives, tu devrais faire comme ça plutôt qu'autrement, ok. Mais si elle vous dit tout le temps, laisse tomber, tu n'y arriveras pas, de toute façon, tu n'as pas les compétences, ou alors qu'elle-même, à chaque fois, elle se plaint quand elle vous voit. Vous savez, je ne sais pas si vous avez ce collègue ou cette collègue qui vous dit, comment tu vas, toi, comme un lundi? Non, mais on est mardi, là, il y a un peu. Ouais, mais tu sais, ça va pas. Et tous les jours. C'est même pas que c'est une habitude, en fait. Elle se rend plus compte de comment elle communique avec elle-même. Et elle vous transmet ça. Parce que souvent, il y a une citation qui me regarde, c'est le malheur aime la compagnie. Je sais pas si vous... En fait, c'est pour ça, des fois, les gens n'ont pas votre vision, votre vie, votre énergie.
Donc ça la renvoie à sa propre image en fait. Elle se dit, ah peut-être que moi aussi je pourrais avancer, mais bon, moi c'est pas pareil, j'ai pas de chance, et on recommence la musique. Donc faites attention à votre trier vos relations à votre niveau comme vous pouvez, que ce soit famille, amis. Peut-être réduisez le temps passé avec certaines personnes qui vous, selon vous, ne vous font pas avancer. Et privilégiez les bonnes relations, celles qui vous, justement, qui vous poussent, qui vous donnent des bons conseils, que ce soit négatifs, positifs, mais qui vous poussent, qui croient en vous, qui vous donnent des astuces, des bonnes choses à manger, en fait, la bonne nourriture mentale et psychologique. Donc voilà, les 3 premières étapes, c'est d'abord faire l'état des lieux, de trier donc les mauvaises herbes, ensuite de planter les bonnes graines, des affirmations positives, se poser les bonnes questions. Et oui, j'ai oublié un élément dans les affirmations, c'est se parler à soi-même de la meilleure des façons aussi. Avec bienveillance, traitez-vous de la meilleure façon possible. Vous êtes votre premier fan, vous êtes votre premier supporter. Comme si vous parliez, moi je le fais souvent, je parle à mon moi d'avant en fait. Je dis, c'est pas grave quand je fais tomber un truc par terre, j'arrête de m'insulter. Parce que c'est complètement ridicule en fait de se traiter de merde pour faire tomber un stylo par terre. C'est un peu disproportionné. Donc je m'entraîne à dire, non, c'est pas grave. J'ai fait une connerie, ok, j'assume. Je constate la chose, ok. Je me vois pas la face. Hein. Je suis pas un bisounours, hein, je vous le dis tout de suite. Je nie pas les faits ou les évidences. Mais je trie en fait. Je me dis, qu'est-ce que j'en fais? Ok, je corrige le tir. Je fais tomber, je ramasse. Je fais tomber, je ramasse. Et je corrige en fait. Mais je m'attarde pas là-dessus. Et je m'insulte pas en fait. Sinon vous avez l'énergie qui descend, vous allez y croire. Encore une fois, le cerveau il va y croire. Donc plus vous lui dites que vous êtes mauvais, que vous faites que des conneries, que vous êtes maladroit, ok, je prends l'info, donne-moi à manger, moi je mange. Et il va manger. Il va vous redonner ce que vous pensez, les croyances. Il va forger vos croyances. Donc parlez-vous encore avec bienveillance. Et en lien avec la bienveillance, c'est la 4e étape quand vous avez commencé à protéger votre champ, à bien l'arroser, et que vous commencez à avoir les premiers résultats. Ah bah soyez fiers de vous, tout simplement. Savourez la victoire, en fait. Fêtez vos victoires. Ça, c'est aussi un rituel que j'ai tous les dimanches quand je prépare ma semaine qui vient. Bon, là, je prépare lundi, mardi jusqu'à dimanche prochain. Et je me fais mes victoires de la semaine. Je me fais ma liste. Et même si c'est des trucs insignifiants comme, par exemple, avoir réussi à parler à un ami que j'ai pas vu depuis longtemps, attirer un nouveau client ou faire une nouvelle étape, peu importe, en fait, à votre niveau, si pour vous c'est un succès ou une réussite, écrivez-le. Mettez-le sur papier ou dites-le vous à voix haute, ou les deux en même temps, c'est encore mieux. Et donnez-vous encore une fois, c'est du carburant en fait. Quand vous galérez, parce qu'en fait c'est difficile d'entreprendre même, peu importe que ce soit entrepreneur ou dans la vie relationnelle, etc. Il y a des choses difficiles dans la vie, c'est dur. Il y a des choses qui vous poussent à aller loin, à vous dépasser. Et si vous assimilez tout votre parcours, tout votre chemin à de la douleur, bah vous allez vous arrêter. D'accord avec ça? On s'arrête quand on n'a que de la douleur, de la souffrance. Alors accordez-vous juste un moment. Moi je le fais tous les dimanches par exemple, c'est un rituel en fait, j'ai ancré ça comme une habitude. Et je me donne le droit d'être fier de moi. Et je me dis putain je suis fier de moi quand même. Et je me le dis, ça me donne du carburant, de la confiance. Je me dis ok, si j'ai réussi ça, je peux encore aller plus loin. Ok, bon, j'ai pas fait tout parfaitement, mais j'ai quand même réussi des choses. 2, 3, enfin moi ça va de 5 à 15, ça dépend des semaines, hein. Il y a des semaines où je refais moins. Mais c'est pas grave, encore une fois, la voix intérieure, je me maltraite pas en fait. Je me traite avec bienveillance, je me donne des bonnes informations et des choses qui me font avancer. Donc voilà, quand vous avez commencé à avoir les premiers résultats, mais soyez fiers de vous. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous pensez, soyez fiers de ce que vous dites. Soyez fiers de votre coupe de cheveux, même d'une chose que vous n'avez pas choisie, votre couleur de peau, même si vous ne l'avez pas choisie. Putain, mais c'est pas une excuse, hein, qui me font « Oui, mais ça, je ne l'ai pas choisi, alors du coup, je ne mérite pas. » Mais à quoi ça sert de penser comme ça? Tu te sens comment quand tu te dénigres, même si c'est tout petit? C'est ça le pire. Mais ça fait rien, je suis réaliste. Alors les réalistes, des fois... Ouais, c'est super réaliste de ne pas aimer ses cheveux. Enfin, si vous aimez un truc, dites-le, montrez-le, partagez. Enfin, soyez fiers, quoi. Fiers de votre voix, de votre façon de vous exprimer, de vous habiller, de parler, de bouger. C'est simple. Et c'est, encore une fois, c'est une habitude. Ça ne se prend pas du jour au lendemain. Surtout qu'on est habitué, peut-être pour certains d'entre vous, à ne pas le faire ou à se dénigrer sans le vouloir. Ça prend du temps et des efforts. Ce que je vous dis, j'ai mis des années à l'appliquer. Hein. J'ai mis des années à me remettre en question.
à travailler sur moi, à me poser encore une fois les bonnes questions. En fait, j'ai fait des choix. J'ai choisi d'arrêter de me victimiser. Mais l'histoire qui me revient, là où j'ai vraiment eu le premier gros déclic de ma vie, donc j'avais toujours, encore de nouveau 12-13 ans, donc c'était après mon opération des jambes. J'étais sorti de l'internat, je revenais à la maison, tout allait bien. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe avec 13-14 ans? Qu'est-ce qui se passe? On a une crise de... Ah là! J'étais en pleine crise, si je peux appeler ça comme ça. En gros, ça donnait ça. Ça, c'est moi, ça, c'est la personne. Salut, comment tu vas? Ça va pas. Pourquoi? Parce que la vie, c'est de la merde. Pourquoi la vie, c'est de la merde? Parce que c'est comme ça. Et puis, je me victimisais, le handicap, mes cheveux, ma tronche. Je me comparais aux autres. Voilà, eux, ils ont des copines, pas moi. Enfin bref, je me victimisais en permanence. Et je m'aimais pas, en fait. J'étais tout l'inverse de maintenant, en fait. Mais si le mois d'avant me voyait là, il me dirait, mais qu'est-ce que tu fous, redescends. Non, je mets les freins et je bouge pas. Et donc là, je me victimisais. J'étais vraiment dans un cercle vicieux de le monde m'en veut, le monde, il fait... Enfin, rien n'allait, en fait. Autant de temps dehors que tout et n'importe quoi. Et un jour, il y a mon frère, qui est juste là, derrière, qui m'a posé la question pour la énième fois. Il m'a dit, comment tu vas? Et je dis, ça va pas. Pourquoi? Parce que la vie, c'est... Voilà. Et j'étais content, hein, c'était mon refrain. J'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça, ça va pleuvoir. J'arrête. C'est bientôt fini. Ok. Et donc voilà, donc je dis, la vie c'est... Hein, et... Putain, je l'ai pas dit. Je vais y arriver, hein. Je vais aller au bout. Bon, et donc, après ça, cet épisode, donc il me pose la question, je donne ma réponse que vous connaissez. Et là, il me met une claque, mais une vraie claque. Hein. Ouf. Maintenant, j'en ai marre, réveille-toi. Bouge ton gros cul et réveille-toi. J'en ai marre de voir déprimé, d'être mal, de tout le temps te plaindre. Arrête de chialer. Et là, il s'est passé un truc. Je l'ai insulté. J'ai dit, déjà, je t'emmerde, pour commencer. Et puis, tu me comprends pas, et puis, t'es pas à ma place. Et la victime, elle a recommencé. Le disque a recommencé à tourner. Mais la nuit portant conseil, c'est là où il y a eu quelque chose vraiment d'important. Je ne sais pas trop d'où ça vient, c'était un déclic. Donc le lendemain matin, je me réveille. Et c'était fini. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté d'être une victime. Et je suis devenu optimiste en fait. J'ai dit c'est bon, j'ai plus besoin de ça. Comme une évidence, oui. Cette claque-là, elle a changé ma vie. Donc merci, mon frère. En fait, là, encore une fois, j'ai fait un choix. Et ça me fait marrer, les gens qui me disent des fois, toi, t'es trop optimiste, tu connais pas la vraie vie, t'es un bisounours. Oui, bien sûr. C'est parce que j'ai connu justement tout ça, que je peux en parler maintenant, et je peux dire que ça sert à rien. D'être pessimiste, de s'en vouloir et de voir en noir, bref, peu importe. J'ai connu les deux côtés, du coup, je peux en parler. D'accord qu'il y a un peu d'expérience là-dessous, quoi. Et donc, j'ai commencé à faire des choix. On va y arriver au choix, à la 5e... étape par rapport à la responsabilité. Prenez vos responsabilités, c'est la 5e étape. De vos résultats. Vous savez, quand la récolte n'a pas été bonne, quand il s'est passé des choses que vous ne vouliez pas, soyez responsable. Pour moi, la responsabilité, c'est la capacité à répondre à un événement. Parce qu'il y a deux choses. Il y a des événements que vous contrôlez, que vous avez créés de vous-même. Hein. Et d'autres que, bah, voilà, le hasard, la vie fait des choses que vous ne choisissez pas. C'est la vie, en fait, simplement. Et dans les deux cas, vous avez le choix, en fait. Non pas de ce qui vous arrive toujours, mais de ce que vous allez en faire, Et j'ai un très bel exemple de quelqu'un qui a choisi sa vie, qui a pris ses responsabilités. Cette personne, c'est un ami à moi qui s'appelle Pierre Chat, qui est paraplégique. On s'est rencontrés au lycée. On était en internat tous les deux encore. J'étais en internat à l'époque. Et il me raconte son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. De comment ça lui est arrivé. Je trouve ça absolument bouleversant. Donc en fait, il était près de chez lui, à côté de chez lui, il y avait une ferme. En fait, j'ai eu dans le champ.
Et je vais dans le champ, il avait 5 ans. Et là, il y a je crois que c'est un tracteur qui passait et qui lui roule dessus, et qui lui roule juste là. Il est devenu paraplégique. Dramatique. Et l'agriculteur qui est sorti du tracteur, c'était son père. C'est son père qui roulait sur son fils. Donc je ne raconte pas le drame pour lui et pour sa famille. Et son père n'a pas parlé à son fils pendant 15 ans, je crois. Il lui a pas adressé la parole. Évidemment, il lui en voulait pas. Hein. Il ne faisait pas la gueule, mais il l'assumait tellement pas. Enfin, j'imagine que ça devait être tellement dur d'assumer ça qu'il lui a pas parlé. Et lui, Pierre Richard, mon ami, ne lui en a jamais voulu. Jamais, pas une seconde. Il dit, bah c'est comme ça. Et il passait à autre. Et il continuait. Mon père me parle pas, c'est pas grave, maintenant ils se parlent. Hein. Ça fait quelques années, hein, ils ont des relations normales et tout ça, etc. Donc là, il a commencé à décider. Alors évidemment, il a pris ses responsabilités, il a répondu à l'événement de la meilleure façon, je trouve. Ne pas lui en vouloir, avancer. D'ailleurs, quand ses parents ont appris, quand tout ça s'est passé, il devait s'adapter à sa nouvelle vie. Alors il l'envoyait en centre de rééducation, le même que moi j'ai vécu quand j'avais 12-13 ans. Toujours près de chez moi, à Nancy. Et là, on lui a fait une chose très simple. Il était dans son fauteuil comme ça. On le prenait, on le mettait par terre. Et on lui disait, relève-toi. Relève-toi. Et il se relevait. Difficile au début, il galérait, il devait utiliser ses bras. À 5 ans, je vous rappelle juste le contexte. 5 ans. Et il se relevait. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et de plus en plus facilement. Jusqu'à devenir autonome. Dans les 5-6 ans. Enfin, imaginez cet environnement-là qui vous pousse à avancer. Comment vous venez à guérir. D'ailleurs, c'en est un. Il m'inspire tous les jours. Et c'est même pas fini. Genre, déjà là, il est devenu autonome. Après, il a le permis, il a une vie de couple, il vit dans son appartement chez lui. Enfin, il a besoin de personne, en fait, sauf de lui-même, en tout cas pour l'instant. Ce que je lui souhaite. Mais il a fait encore plus fort que ça. C'est-à-dire qu'avec les années qui passaient vers la vingtaine, il avait toujours un rêve, c'est de reprendre la ferme de son père, de devenir agriculteur, de s'occuper du champ. En plus, on parle de champ, ça tombe bien. Et évidemment, il en a parlé à ses parents à l'époque et on lui dit, ouais, moi je veux être agriculteur, je veux reprendre la ferme familiale. Qu'est-ce qu'on lui a répondu à votre avis? Non, tu peux pas, exactement. Tu peux pas. Parce que le handicap, parce que c'est trop dur. Même pour les valides, c'est dur. Donc pour eux, ce sera encore pire. Donc laisse tomber. Fais un BTS, fais une licence agricole si tu veux, mais reste dans les rangs en fait. Et lui dit non. Non, je vais faire ce qu'il faut. Je vais l'adapter, je vais trouver les moyens financiers, techniques, toute la compétence, je vais y arriver. C'est ce qu'il a fait. En 1 ou 2 ans, il a trouvé le financement, il a travaillé pour, il a adapté, il a fait toutes les démarches. Et il a réussi. Et je l'ai vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avant la conférence, et je parlais avec lui pour qu'on en parle encore de son histoire, pour bien que je l'ai en tête. Et il m'a dit, tu sais, quand je suis monté sur mon tracteur pour la première fois, j'ai réalisé mon rêve. Et j'étais l'homme le plus heureux du monde. Putain, ça c'est un truc qui me pousse à aller encore plus loin. Je lui ai dit, en plus j'en parlerai en conférence, donc c'est fait mon pote, si tu me regardes. Voilà. Donc si lui, il a choisi sa vie, il a pris ses responsabilités, qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous pouvez le faire à votre avis? Handicap ou pas, d'ailleurs, c'est pas la question. Chacun a son problème, je ne compare pas. C'est pas pour dire, regardez lui, c'est encore pire, ou vous n'avez pas d'excuses. Chacun a son niveau. Il n'y a pas de niveau pour moi. Seulement, cette histoire-là, pour moi, elle m'inspire parce que le mec a choisi, en fait, depuis le début. Et il aurait pu se plaindre et chialer encore. Je ne vais pas tout raconter parce qu'il a eu d'autres emmerdes, mais bon, après, je ne peux pas raconter non plus. Parce que ce serait trop indécent, je pense. Mais voilà, il y a eu d'autres problèmes et tout, mais il a toujours choisi, il a toujours fait ce que lui il voulait faire. Et c'est vrai que c'était un de mes moteurs aussi quand je l'ai rencontré, j'avais 16-17 ans, je me suis dit, putain, le mec là, il carbure quoi. Et il a choisi nous. Pareil, vous pouvez choisir, quoi qu'il se passe. Que vous ayez un problème, quelqu'un qui arrive en retard à un rendez-vous, que vous ayez un handicap, un accident ou peu importe, vivez-le comme vous pouvez, mais à un moment, prenez la responsabilité de ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez en faire un frein ou un tremplin? Parce que si vous mettez les freins là, on ne peut pas avancer là, on est d'accord? Je bouge pas là. Mais si je lâche les freins, ça bouge. Et les freins ils sont là, c'est vous qui les mettez. Regardez.
Est-ce que c'est moi qui les mets, les freins, là? Ouais. C'est moi qui les enlève aussi. Comme on dit, la clé est dans la poche, en fait. C'est à vous de voir, mais lâchez les freins. Si vous pouvez, prenez la responsabilité. Je prends l'exemple du retard. Imaginez, vous avez un retard, on va dire, allez, pour changer du pro, on va prendre sentimental. Allez, avec une femme, avec un homme, et cette personne n'arrive pas. Elle a du retard, en plus, elle n'arrive pas au téléphone, le truc vraiment chiant, quoi. Vous êtes préparé, en plus, vous êtes arrivé en retard exprès pour le faire attendre. Il y a de l'expérience, hein. Sauf qu'elle n'est pas là. Merde! Elle m'a eu à mon propre jeu. Sauf qu'elle n'arrive vraiment pas. 10-15 minutes, elle ne répond pas au téléphone. Et là, vous avez le choix. Soit vous pestez, vous lui en voulez, vous dites que votre journée est gâchée. Vous prenez l'événement et vous vous déresponsabilisez. C'est-à-dire que vous laissez l'autre contrôler la situation. Ou l'autre ou l'événement, hein, l'environnement. C'est de la faute de l'autre si je suis mal, si je suis triste, si je suis déprimé, etc. Ok, donc là, votre énergie va descendre. Vous allez croire, encore une fois, que c'est de la faute de l'autre, que vous n'avez pas de pouvoir sur la situation et que vous êtes une victime de la situation. Et que l'autre, c'est le bourreau, le méchant ou la méchante. Donc là, votre niveau d'énergie, elle baisse. Et imaginez qu'à ce moment-là, vous pestez, vous en avez marre. En plus, il fait moche dehors, ça tombe bien. Il fait froid, voilà, tout, rien ne va en fait. Vous faites le focus sur tout ce qui ne va pas. Et la personne, elle arrive. Et vous êtes en énergie basse, vous êtes énervé. Comment vous allez accueillir cette personne à votre avis? Quel niveau d'énergie vous allez avoir? Il va être bas ou il va être haut? Bas. Et puis même, imaginez qu'elle a eu un problème, un vrai problème, qu'elle s'excuse 1000 fois, qu'elle a vraiment envie de vous voir et que la personne, c'est vraiment, elle s'excuse et vous, vous essayez de comprendre, mais vous êtes tellement énervé, vous avez tellement gâché tout votre potentiel du moment que c'est plus possible en fait. Et du coup, ça détériore la relation, ça peut peut-être même la gâcher dès le début. Alors que si vous faites l'inverse, vous prenez la responsabilité, vous dites, ok, elle arrive en retard, en fait c'est un fait. Vous ne dites pas, c'est de sa faute, elle m'a gâché ma journée, c'est horrible. Ça, c'est des étiquettes que vous collez. Par contre, si vous arrivez à le dire, en fait, je suis là, elle n'est pas là. Ça, c'est un fait. C'est pas un jugement. En gros, ou alors elle est arrivée après moi. Voilà. Et après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre du temps pour vous. Si vous avez ramené un bouquin, vous pouvez lire une partie du livre, vous pouvez discuter avec le serveur ou les gens autour de vous, prendre un verre, prendre du temps et vraiment kiffer le moment malgré tout. Et si la personne arrive, voilà, vous avez une énergie haute, vous êtes toujours rayonnant, ça bouge pas. Votre focus, il n'est pas sur la personne, mais sur vous-même. Vous pensez à vous, en fait. Vous êtes égoïste, mais dans le bon sens. Vous gardez le contrôle, le pouvoir. Et là, quelle image vous allez renvoyer à votre vie? À l'inverse, vous allez avoir une bonne image. Putain, je suis arrivé en retard et tout, j'ai un peu abusé de sa patience, mais elle est toujours bien, elle est toujours avenante. Bon, peut-être qu'elle m'en veut un peu, ça arrive, mais elle arrive à passer outre. Et vous gagnez des points, que ce soit. Là, on parlait personnel, mais professionnellement, c'est pareil. Parce que ça peut arriver d'avoir des problèmes ou de... Et si vraiment c'est intolérable pour vous, prenez vos responsabilités et dites-le ou partez, mais assumez-le. Prenez le truc comme vous pouvez le prendre, comme vous voulez, mais n'en faites pas un boulet, en fait. N'en rajoutez pas pour vous plomber votre morale, plomber votre énergie. Et c'est pareil, même avec mon handicap, c'est exactement la même chose. Hein. Quand j'étais plus jeune, dans l'adolescence ou même après, avant que je fasse du développement personnel et que je me développe justement, j'étais la même personne, hein, la même tronche, le même fauteuil, la même situation. Sauf que je me déresponsabilisais. C'est pas de ma faute. Évidemment, je l'ai pas choisi le truc. C'est pas. Voilà, je suis né comme ça. Donc évidemment, c'est difficile de dire que j'ai eu le choix quelque part. Mais je pourrais le faire. Je pourrais me dire, voilà, je l'ai peut-être choisi quelque part où il y a une raison à ça, trouver le sens de ce qu'il y a. Et après, quand j'ai décidé de me dire, c'est moi qui en fais ce que je veux, un avantage, un frein, un tremplin, et j'ai commencé à mettre le focus sur tout ce qui allait en fait. Exemple pragmatique. Je fais pas la queue dans les voilà, mais c'est vrai, dans les caisses de supermarché, tu vois. Hop, je gruge. Et je kiffe des fois, pas tout le temps, des fois je suis tranquille, mais ah ouais, non mais quand ils sont 50 à un concert, je peux te dire. Hein. Pas de pitié, tu confirmes, ok. Hein. Ah, t'en as profité, toi. Ah c'est comme les places handicapées, tu sais, quand on sort avec des potes, ils me font « Oh, on a bien fait de te ramener !» Super, les gars.
Mais oui, c'est vrai. Profitez-en. J'aime bien ça. Et pareil, et tous les avantages, on se souvient plus facilement de moi parce que je sors du lot. À une époque, je disais que on me regarde parce que je suis... Comment je disais? J'étais à part. Genre le monstre de la foire, quoi. Bah non, maintenant c'est moi parce que je suis remarquable. Au sens propre et au sens figuré, quoi. Ouais, non mais... Et ça, encore une fois, je l'ai choisi. C'est juste un état d'esprit. J'ai changé le dialogue intérieur. Et mon cerveau, il a obéi. Et il est OK avec moi aujourd'hui. Au début, non. Tu te fous de ma gueule. Je dis non, on va y arriver. Et j'ai réussi. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de monter sur cette scène, en fait. Avant, j'aurais jamais été capable, mais... D'ailleurs, Manu, quand elle m'a proposé... il y a 6 mois, franchement, c'est passé vite. Et... Elle me dit, ouais, je fais un super séminaire et j'aimerais bien que tu travailles pour moi, quelque part. Je t'ai demandé d'intervenir. Tout à fait. Et j'ai accepté, évidemment. Ah oui, l'écran mi-temps, je kiffe ça, vas-y, on voit. Et j'ai dit oui. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait, en fait? Quelle merde tu t'es mise? Donc la voix intérieure qui a parlé, elle a vraiment parlé comme ça. C'est ça que vous avez entendu au début, c'était, mais quoi? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais comme je la connais pas mal, je l'ai bien observée de petite, je fais ok, parle, moi je continue. Je choisis en fait de ce que je fais. Je regarde la mauvaise herbe, mais je trace, je roule dessus. Oui. Et j'avance, c'est ça le truc. C'est ça le mental du gagnant, c'est ça le mental de la personne qui avance et qui réussit. La réussite, c'est pas une question de chance, une question de condition, une question de naissance, c'est une question de volonté, de compétence et de bouger son gros cul. Non, mais voilà, c'est vrai. Moi, je bouge comme je peux, évidemment. Mais... c'est ça le truc, c'est le mental, c'est à l'intérieur, c'est là. Donc responsabilisez-vous. Et encore mieux ou pire, je sais pas comment le dire, mais quand vous avez provoqué quelque chose, vous n'avez aucune raison de vous plaindre. C'est vraiment futile. Bon, c'est très simple, hein. Ça m'est arrivé récemment, je suis sorti avec des amis. Et je me suis dit, ce soir, j'abuse pas, je bois pas beaucoup. C'est vrai qu'on commence comme ça, tu sais comment ça finit. Pierre. Ça finit mal. C'est ça, ça commence comme ça. Mais... Et je dis non, ce soir, j'abuse pas, j'y vais tranquille. Évidemment, les potes qu'on n'a pas depuis longtemps, de fac, avec qui on s'envoyait des alcools divers. Forcément, c'est mais non, mais bois un coup, vas-y. Et Jacques, je dis ok. Et j'assumais, je dis ok, ce soir, je profite. Allez, c'est bon. Bon, j'ai profité, on a bien aimé notre soir, on a bien profité. Mais le lendemain, il se passe quoi quand on boit pas mal? Il y a la gueule de bois. Pour ceux qui connaissent, voilà. Donc le mal de ventre, le mal de tête, la gorge, enfin tout le combo, quoi. Et là, il y a ma voix qui revient et qui fait putain, pourquoi j'ai la gueule de bois, ça fait chier, j'ai gâché ma journée. Et ça tournait. Et là, je suis hop. Arrête. Et là, je me suis dit, mais à moi-même, la voix a repris, elle m'a dit, mais comment tu peux te plaindre d'une conséquence dont tu es toi-même la cause? Ça n'a aucun sens. Et j'ai arrêté de me plaindre, instantanément. Et ça m'a aidé après à le reproduire. Mais c'est venu comme un déclic, en fait. Et c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Dès que je sais que c'est moi qui l'ai créé, j'arrête. Ou alors je me plains une fois un bon coup, je râle un bon coup et après j'arrête, ça sert à rien. Je me dis, ok, du coup, comment je m'adapte, en fait, comment je fais pour en faire une force, ou en tout cas, me dire, ok, je vais profiter maintenant, je vais aller tranquille, je vais faire le maximum que je peux, pendant un petit peu moins, mais donner le maximum quand même. Donc les deux éléments, c'est pareil, que vous contrôliez ou non, prenez vos responsabilités, faites ce que vous voulez, ce que je vous dis d'ailleurs, vous êtes responsable de la même façon. Parce que tout ce que je vous dis, ça ne vous sert pas à grand chose si vous ne l'appliquez pas. Si au moins, si vous venez retenir une chose, retenez-en une seule. Ce sera déjà ça. Pour moi, j'aurais déjà gagné mon intervention. C'est si vous retenez un seul élément des 5 ou de ce que je vous dis et ce que je peux vous transmettre, c'est déjà ça de gagner et appliquez-le. Parce que tout ce que je vous dis, je le fais. Je responsabilise toute ma vie. C'est vraiment de ne pas me plaindre, de ne pas dénigrer les autres, vraiment de garder le pouvoir sur moi en fait. Que c'est pas l'autre qui me rend triste ou frustré, c'est moi qui me frustre tout seul. Parce que j'interprète. Parce que je me mets des étiquettes, parce que je dis... je suis près des intentions qui ne sont pas forcément vraies, ou que moi-même... C'est moi, en fait, qui monte tout un film. Donc, j'applique tout ça. Donc, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Et pour terminer, une dernière histoire qui me touche particulièrement, c'est par rapport
au choix, à la responsabilité, aux croyances limitantes surtout. C'est l'histoire de deux parents qui reçoivent deux jumeaux. Deux petits bébés jumeaux, deux garçons. Et au début, ils grandissent normalement. Là, de 1 à 2 ans, tout se passe bien. Ils grandissent ensemble, tout va bien, la paix dans le monde, tout ça. Et arrivé vers 2 ans, ils voient un truc qui va pas, un truc qui cloche entre les deux. Il y en a un qui va moins vite que l'autre. Quand il y a le frère qui fonctionne normalement, entre guillemets, qui est à 4 pattes, l'autre est encore en train de ramper. Quand il y en a un qui commence à marcher, l'autre est encore en train de marcher à 4 pattes. Et là, ils disent « Ah non, il y a un truc. On va aller faire des tests, on va aller voir, on va poser les bonnes questions, on va oser poser les bonnes questions. » Et ils sont allés voir les médecins, ils ont fait des tests, des diagnostics, plein de choses pendant plusieurs semaines. Et là, le diagnostic tombe. Monsieur, madame, votre fils est handicapé. Handicapé, moteur et cérébral, c'est le nom un peu pompeux du truc. Et il a dit voilà, la conséquence, c'est qu'il ne pourra pas marcher comme son frère, il ne pourra pas écrire comme son frère, ni aller à l'école normale. Il devrait faire avec, c'est comme ça. Et là, les parents ont fait une chose que je trouve héroïque, c'est qu'ils ont refusé, ils ont dit non. En fait, ils n'ont pas refusé le diagnostic, mais le pronostic. Ils ont dit non. Ok, donc notre fils est handicapé, il a ce qu'il a, ok. Mais il va apprendre comme son frère, il ira à l'école, et s'il faut, on lui apprendra à écrire. Si on doit le faire, on le fera. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous l'aurez compris, le handicapé, c'était moi. C'était moi. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour que mon frère et moi, on reste ensemble, qu'on aille dans la même école, qu'on grandisse, qu'on évolue. Et c'est ce qui s'est passé. C'est eux qui ont dépassé mes premières croyances limitantes. C'est pas moi, c'est eux. Sans eux et sans mon entourage, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je les oublie pas. J'oublie pas d'où je viens. J'oublie pas qui m'a poussé, qui m'a fait grandir. Évidemment, c'est moi, mais c'est aussi tous les gens autour de moi. Et vous en faites partie aujourd'hui. Merci. Jason Gerber, toujours debout, je t'aime. Merci. Je suis émerveillée. Jason Gerber, mesdames et messieurs! Alors moi je suis Jason Gerber et je suis coach. Ouais, je suis coach, je peux le dire maintenant, j'ose le dire. Je suis coach et moi ce que j'aime faire, ce que j'adore faire, c'est péter les croyances limitantes. C'est prendre le truc et le transformer en fait. C'est enlever les excuses, enlever les mauvaises herbes. Moi c'est mon expertise, c'est ce que j'adore faire. Alors j'ai les premiers clients qui viennent, j'ai ouvert ma boîte il y a 2 mois, ça commence mais ça vient. En fait, j'ai du mal à croire ce qui se passe en ce moment pour moi. En seulement 1 an, quand j'ai pris la décision de... Parce que j'ai fait beaucoup d'études, en fait, j'ai fait un bac pro en compta, c'est de la merde. Ah oui. Ouais. Ah oui. L'orage. Oula. Ce mot, faut vraiment... Il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et voilà. Et j'ai fait mes premiers choix à l'époque. J'ai dit, non, je vais faire la fac de droit. Parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que tu veux? C'est la question que je me suis posée à 20 ans, 20, 21 ans. Et là, évidemment, la foudre est tombée sur moi, la vraie. Et les profs m'ont dit, mais non, tu peux pas, mais t'as pas le bon diplôme, et blablabla, et t'as pas le niveau, et ça sera trop dur. Et moi, je me souviens, une des profs m'a dit, tu sais, tu devrais faire un BTS comptable pour continuer dans la voie-là, et puis tu auras un métier stable, tu seras en sécurité. Et moi, j'ai dit, mais quel est le sens de faire un métier quand on se réveille le matin, on veut dormir jusqu'au lendemain? Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Elle a pas su me répondre à ça, d'ailleurs. C'est là où j'ai compris que j'avais raison.
Et j'ai décidé d'y aller, j'y suis allé. Et j'ai réussi la première année du premier coup, deuxième année, troisième année, licence, master 1. J'arrive au master 1. Oh. Donc l'année où je passais le barreau, hein, c'était un peu la consécration. Donc déjà très fier et tout, mais là, j'ai plus envie. Tu sais, tu dis à tout le monde, mon rêve c'est de devenir avocat. Et je serais que ça. Et t'y crois, enfin j'y croyais, j'étais à fond, la toge. Non mais la toge, tout, hein. Le mec qui défend les pauvres, machin, les mérités, enfin toute l'imagerie de l'avocat, en fait, le mec qui défend les plus faibles. Moi je voulais rétablir l'égalité, transmettre quelque chose, parler, le mec. Vous savez, le bon orateur, c'était ma vision en fait. Et ben non, ça allait pas. Parce que j'avais lu des bouquins de psycho, parce que j'ai fait beaucoup de dev perso. Et voilà, je m'intéressais beaucoup au coaching et je dis, bah, ok, ça va pas. Alors je suis passé par une crise, ça a duré plusieurs mois, je savais pas quoi foutre, quoi. Ah oui, je me dis, mais ma vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fous là? La fameuse voix. Et là, je me suis posé, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai répondu, je veux devenir coach. Oh, ça y est, c'est le mot est lâché. Et le comment, je savais pas. Ni comment, ni quand, et voilà. Et toutes les croyances sont venues, mais voilà, tu n'y arriveras pas, etc. Mais je l'ai fait. Je suis allé en psycho, parce que j'ai rencontré un coach qui m'a dit, bah, fais psycho, c'est bien, ça t'aidera à donner des bagages. J'y suis allé 2 ans, c'était bien, c'était facile, mais ça me parlait pas, en fait. J'ai dit, putain, mais comment... Pas encore, quoi. J'ai recommencé un cursus, voilà, j'ai pas le temps. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Bah, je veux créer mon entreprise. Après, je me suis formé à la PNL, à d'autres formations à côté. Et j'ai adoré ça. J'étais à ma place. Ça fait des années que j'imaginais ça. Aider l'autre en one-to-one, enfin en face à face, donner mes outils, mon énergie, mes outils, etc. Et là, putain, en fait, c'est possible. Et j'ai commencé à développer, aller à des séminaires comme celui de Manu aujourd'hui, à des conférences, à des formations. Et aujourd'hui, enfin, j'ai du mal à le dire, mais j'ai réalisé un de mes rêves, en fait, parce que je coach des gens. Les gens viennent me voir, en fait. Ah ouais, j'ai envie que tu m'aides. Parce que je sais bien vendre le truc aussi. Bah oui, comme dit Manu au début, il faut savoir se vendre, il faut savoir se faire acheter. Sinon, ça marche pas. Et justement, parce que j'ai fait sauter ces blocages-là. De mais non, mais je suis pas compétent, et puis demander de l'argent pour ça. Non, c'est une valeur, mais ça, faut le comprendre, faut l'intégrer, en fait. Faut aimer ce qu'on fait, faut y croire, en fait. Encore une fois, son premier supporter. Et aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. En tout cas, un de mes rêves, mais qui n'est pas fini, c'est que le début, voilà. Et voilà, pareil, de faire des conférences, coach conférencier, mais il y a un an, quand j'ai fait poser l'intention, quand j'ai commencé à y travailler, je savais pas comment, mais je me voyais sur une scène, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai réussi en tout cas cette étape-là. Donc, s'il me restait une dernière chose à vous dire, et de vous libérer de mon étreinte, écoutez-vous, en fait. Écoutez votre voix intérieure, pas la voix là, hein. Celle qui vous parle fort, qui gueule dans votre oreille, celle qui vous murmure ici. Elle est toujours beaucoup plus discrète d'ailleurs. Mais on l'entend, elle est là, elle gratte. Et plus on l'ignore, plus elle va grandir. Et plus elle va nous frustrer. Parce qu'on dit, mais non, ma voix elle est là. Il faut que je continue, parce que voilà, la société, les gens, ou moi-même. Mais elle vous dit, non, va par ici, c'est là le vrai truc. Donc écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, c'est tout ce que je peux vous dire. Écoutez-vous. Montez sur scène et jouez votre partie. Voilà. Merci à tous. Jason Gerber, mesdames et messieurs, il n'y a rien d'autre à dire. Merci.